Salut tout le monde, c'est l'épisode numéro 2 de Global Relations qui présente le bulletin des cousins avec Julio Mendy. Et Aïcha, a.k.a. Gaillon. Comment ça va Aïcha? Hey, ça va super bien. Donc ouais, alors cette semaine, toi et moi, dernièrement, on est en train de parler d'un show qui nous obsède vachement et qui a ouvert un peu une discussion, voilà, qui va être un peu le sujet de notre sujet aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux nous parler de ce show Aïcha? Je suis obsédée par Lovecraft Country sur HBO, produit par Jordan Peele. C'est capoté. Comme là, on est en plein milieu de la semaine. Épisode numéro 3. Exactement. On est rendu à l'épisode numéro 3. Je dors pas. Je veux que ça soit dimanche soir pour pouvoir l'écouter. Je refresh ma page. Donc, on va avertir aussi nos auditeurs qu'on risque de spoiler un petit peu. Pas forcément sur Lovecraft, mais sur plein d'autres films. Parce que, voilà, ça, tout simplement, le fait de regarder, de voir l'esthétique de l'horreur noire, pendant la période Jim Crow, en fait, ça nous a vachement fait penser à d'autres films, en fait, qui sont pas forcément pointés du doigt pour être des films noirs, mais c'est quand même intéressant de regarder dans l'histoire des films hollywoodiens, entre guillemets, la représentation des Noirs à l'écran et les sous-entendus qui vont avec depuis les années 30 et l'époque du noir et blanc, dans le fond. Ouais. Étant moi-même une rescapée du film school. Ah ouais? D'ailleurs, c'est un truc qui m'a vraiment choquée quand j'étudiais en cinéma. Le premier film qu'on t'apprend... Je savais carrément pas que t'avais étudié en cinéma. Hey, écoute, on en apprend à chaque jour. Bon. Mais quand j'étudiais en cinéma... on étudie Birth of a Nation. Ouais, okay? Classique. Ouais, c'est un classique, tu sais. Ouais, c'est clair que dès que t'entends des interviews de gros, genre, les réalisateurs super nerds, donc c'est toujours un film qui revient, quoi qu'il arrive, même quand on parle pas de race, parce que c'était comme un des premiers films dans ce genre-là, tu vois. Parce que la prof a présenté ce film-là comme étant le premier film d'action. Wow, ok. Que ça a été présenté à la Maison-Blanche et tout ça. On va voir des images juste maintenant et on remarque qu'il y a beaucoup... c'est un film qui parle de la guerre de sécession. Il y a du blackface. On parle aussi de l'espèce d'obsession des Américains envers les... L'homme noir va voler ma femme. Ouais, la violer carrément, tu sais, qui est un animal aussi, des choses comme ça. Mais tu sais, premier film d'action, tu sais, imagine. Ouais, c'est aussi la première représentation du Ku Klux Klan à l'écran en 1915, le film. Ouais. Puis il y avait des explosions, donc pour eux, c'était comme, à l'école, c'est genre, premier film d'action, tu sais. Mais pourtant, d'autres théoriciens du cinéma qui ont un peu plus... tu vois, les lunettes de civil rights activistes vont dire, ouais, c'est un film d'horreur, tu sais. C'est clair que c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur, tu sais. Puis pour revenner aussi avec... Genre, même pas en prenant parti, c'est comme genre, tu sais, c'est comme les blackface, les gars sont comme genre hideux, monstrueux, genre, voilà, quoi, tu vois. C'est capoté, mais juste le clan, I mean, this shit is scary. La seule action, c'est quand ils courent sur leurs chevaux, quoi, tu vois, genre, littéralement. Oh, c'est capoté, ce film-là, horrible. Puis c'est ça, puis le lien avec Lovecraft, ben dans le fond, juste le titre du film, ça fait lien à H.P. Lovecraft, qui est un écrivain américain. OK. Puis lui, c'est un des comme pionniers d'espèces de comme sci-fi, horror types. Mais comme lui était vraiment connu aussi pour, dans son écriture, il était vraiment raciste, là. C'était pas un WASP, un white, tu sais, comme anglo-saxon protestant, ben... tu sais, il taillissait, tu sais. Donc, il faisait des commentaires sur les Juifs, sur les Autochtones, sur les Noirs. Tout le monde y passait. On l'a dit en même temps! Tout le monde y passait, OK? Puis genre, donc Jordan Peele a produit une série HBO basée sur l'œuvre de H.P. Lovecraft, de l'œuvre littéraire de cet écrivain-là, tu sais. Puis on s'entend, tu sais, Jordan Peele, pour moi, c'est un génie. Ouais, c'est clair. En plus, il ramène vraiment un ton dans le film d'horreur qu'on on a clairement jamais vu, là. Quand tu regardes quand tu regardes tous ces films, que ça soit Get Out ou Us, c'est une forme de rythme, etc., que j'avais jamais vu avant, quoi, tu vois. Exact, c'est comme très fresh. Puis pour expliquer, dans le fond, en résumé, là, je vous explique le trailer, là, no spoiler, de Lovecraft Country. C'est l'histoire d'un jeune Afro-Américain. Il revient après la Première Guerre mondiale.
vers sa famille. Son père lui dit qu'il y a un héritage auquel il doit accéder. Donc, il va à la recherche de ça. Il voit des cartes des États-Unis. Ouais, il faut préciser que ça se passe à Chicago et que leur premier trip, c'est dans le sud des États-Unis. Puis on s'entend qu'à l'époque, tu sais, Chicago, c'était comme moins pire. Et quand t'allais dans le sud, la ségrégation était vraiment... Ouais, c'est en plein le contexte aussi, c'est pendant Jim Crow era, ouais. Exactement. Et genre, c'est fou. Donc, il s'en va à l'aventure dans le sud avec son ami d'enfance et son oncle. Et ils vivent toutes sortes d'aventures assez flabbergastantes. On voit des monstres. Ouais, c'est bizarre parce que le premier épisode, j'avais l'impression que on allait voir un show un peu plus science-fiction. Et après surtout le numéro 3 là qui vient de passer, là c'est comme ok, on est dans les classiques de l'horreur, la maison hantée, exact. L'ascenseur. Exact. Tout ça, tu sais. Puis aussi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la cinématographie, c'est que dans l'épisode 1, ils prennent vraiment des photos classiques du Jim Crow era. Mm-hmm. Ils les recréent à l'écran pour faire des shots, tu sais. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau qu'on rappelle ces images-là. L'image classique de tous les Afro-Américains qui sont dans la file. Et puis là, t'as l'image derrière eux d'une famille blanche, fait comme « Ah, America », tu sais, comme... Et ensuite aussi l'image aussi d'un espèce de diner. Puis t'as comme les Noirs qui commandent d'un côté, les Blancs qui commandent de l'autre, colored only avec les néons, tout ça. C'est des images vraiment classiques de cette époque-là. C'est vraiment l'esthétique Make America Great Again. C'est genre le livreur de lait, le gazon bien tendu. Genre colored people only, tout ça. C'était vraiment toute cette espèce d'esthétique-là qui était mise en compte. Mais mine de rien, c'est quand même une esthétique inédit pour une production avec un cast noir. Dans le même c'est toujours ça en fait, il y a tellement de, tu sais, on parle toujours en parlant d'afrofuturisme ou de noir dans la science-fiction ou dans ce cas-là de noir dans l'horreur, c'est toujours en 2020 c'est la première fois qu'on voit des noirs bien habillés dans les années 50 qui sont pas comme, tu sais, les personnages sont quand même assez indépendants. Ouais. Ils ont pas l'air d'être, tu sais, ils ont l'air pas des stéréotypes. Exactement, ouais. C'est vraiment pas des stéréotypes. Ils sont juste simplement des personnes, oui, dans un contexte racial qui était très dénigrant, mais on voit vraiment comme... Que dans leur communauté, ils vivent leur vie et qu'ils ont l'air plutôt bien et qu'ils sont confrontés quand même à la police et la peur que ça représente. Dès que la police vient s'arrête, ils ont toujours les mains en l'air directement. Ouais. Puis on voit aussi le rapport de la police aussi dans le jeu de l'horreur aussi, que toutes les autorités blanches ont, dans cette série-là, ont un rapport avec tous les trucs paranormaux qui arrivent, tu sais. Puis à un moment, il y a un personnage qui dit « I didn't know white people were doing magic too ». Puis ça me fait rire parce que la phrase « Black girl magic » que tout le monde dit, tu sais. Donc c'était vraiment intéressant de voir ça. Puis il y a vraiment une scène qui m'a vraiment marquée. Je spoil rien, ou c'est un moment où est-ce que ils disent Uncle George, why is the White House white? Tu sais? Et là, après ça, son oncle, il répond, tu sais, ben, the White House is white because they have to repaint it after it burned. Pour ceux qui savent pas, durant la guerre de sécession, qui était une guerre civile aux États-Unis, c'est la première fois que la Maison-Blanche a brûlé. Et donc, pour la reconstruire et pour l'embellir, ils l'ont peinturée blanche, tu sais, les esclaves l'ont peinturée blanche, tu sais. Ce qui est vraiment... c'était vraiment dans le contexte de la scène et de contexte, tu vois, sociopolitique actuel, etc. Tout le monde me dit « Ah, Aïcha, on sait que tu veux juste voir la Maison-Blanche brûler. » Mais tu sais, c'était vraiment intéressant dans cette scène-là. Ça m'a vraiment marqué, tu sais. C'était vraiment, c'est dope. Ouais, donc pour en revenir, Birth of a Nation, ok, on a parlé de ça, 1915, donc première fois qu'on voit des Noirs, entre guillemets, dans un film d'horreur dit d'action par certaines personnes, mais aussi on peut parler aussi c'est pas forcément représenté, mais ça va toujours un petit peu dans la même philosophie que Birth of a Nation, qui est un peu dans l'ADN de l'Amérique qu'on connaît aujourd'hui, et cette peur
de l'homme noir qui va venir arracher la blonde. Donc on pense à des films comme King Kong par exemple, qui est assez symbolique quand même. C'est quand même très... Dans ma tête, ça a toujours été... Même quand j'étais enfant, pour moi, c'était évident que c'était ça, tu sais. C'est vraiment cette idée de comme il tombe en amour, tout ça, il l'arrache, il le tue à la fin. Vraiment parce que... Tu sais, on s'entend, là, c'est vraiment, surtout avec les vagues de dénonciation aussi qui viennent d'arriver, tout ça, parler d'agression, de quoi que ce soit, ça s'est tendu, là, donc trigger warning à tout le monde. C'est que l'affaire, c'est que dans l'ADN des afro-descendants en Amérique, quand il y a eu des métissages forcés, le métissage forcé, c'est souvent le maître qui violait l'esclave, la femme noire, tu sais. Donc, il y avait cette espèce il était permis de faire ça à sa propriété, tu sais. Et le contraire d'avoir du métissage venant d'un homme noir à une femme blanche était très, 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 très rare. Parce qu'on ne laissait jamais l'homme noir même regarder la femme blanche. On s'entend, il y a beaucoup... Ça a dû quand même arriver, quand même. Ouais, ça a dû arriver, tu sais, c'est sûr, caché, etc. Des gens mouraient, là, c'est clair, là. Je me souviens plus de son nom, mais il y avait un jeune qui s'était lui-même fait pendre parce qu'il avait regardé une femme blanche ou faussement accusé aussi de viol d'une femme blanche, tu sais. C'était directement le meurtre, directement tout de suite, tu sais. Donc, cette espèce de rapport de force-là aussi, que même Bell Hooks aussi parle beaucoup, Bell Hooks, l'afroféministe, elle parle beaucoup de ce rapport de force-là, tu sais, que dans le sens où un homme noir et une femme blanche, tu sais, ils sont vraiment contraires, autant homme-femme, blanc-noir, fait qu'il y a tellement de contradictions dans tout ça. Puis dans le cinéma, ils ont vraiment joué beaucoup avec ça, là, t'sais, parce que c'était un fantasme pour tout le monde à the end of the day, t'sais. Ce rapport de pouvoir-là qui vient des deux. Ouais, c'est le pouvoir du non-dit. Exactement, tu sais. Et ouais, King Kong en est vraiment genre c'est vraiment pour moi le symbole de ça. Là. En haut de la tour. Ouais. Puis la bête en haut de la tour et qu'on tire dessus, tu sais, à the end of the day après, tu sais. Puis aussi dans l'horreur aussi, il y avait Black Lagoon. Qu'on regarde le visage de cette espèce de bête-là. De bête de mer, mais qui marche. Tu sais, avec les grandes lèvres, pas vraiment de nez, c'est vrai, les narines dilatées dans le visage. Exact. Tu sais, c'est pas juste nous qui disent ça, là, c'est vraiment des analystes du cinéma là, qui parlent de ça. Tu sais quoi, avant qu'on en parle tout à l'heure, quand on préparait le sujet de l'émission, tu m'as vraiment ouvert les yeux là-dessus. Même King Kong, oui, c'est vrai que t'y penses pas, mais quand tu l'entends, t'es comme genre, ah ouais, make sense, tu vois. Genre, il y a rien de contradictoire là-dedans. Mais après, il y a d'autres exemples aussi, comme tu me parlais aussi de Night of the Living Dead. Oui, Night of the Living Dead aussi, qui est un classique, vraiment film d'horreur, horreur noire, là, comme on peut dire, là, avec des personnages noirs. C'est un film de 1968. Tu sais, on s'entend, le Civil Rights, c'est 65. Fait que c'est un film de 68, réalisateur blanc, que lui a fait vraiment une décision de réalisation assez spéciale pour l'époque. En se disant, OK, ben, je fais un casting pour un film de zombies. L'acteur qui a vraiment joué, qui s'est mieux le présenter, c'était un homme noir. Donc, il a décidé de le caster. Ah ouais, donc il a vraiment pris le meilleur pour le film. Ouais, il a dit, ben, lui, c'était lui qui était le meilleur aux auditions. Donc, on va le caster, cet acteur-là. Je suis vraiment poche dans les noms, je m'excuse, la gang. Mais donc, cet acteur-là finit par jouer. Et il y a vraiment une phrase il dit, You're boss down there, I'm boss down here. Puis, tu sais, dire ça en 1968, c'est assez spécial. Les gens qui voulaient sauver des zombies, tous des blancs. Un homme noir qui donne des ordres. C'est ça. Un homme blanc. C'est ça. Puis aussi qu'il les sauve. Tu sais, c'est comme, il y a tellement de rapports de force. Ouais, il y a déjà un peu, quand même dans tout ce mix, un peu le magical negro. Exactement. Puis le truc avec Night of the Living Dead aussi, c'est que, OK, mais à the end of the day, le gars a fini par sauver tout le monde dans la maison. Puis qui se fait tuer à la fin par la police, tu sais. Tu comprends? Spoiler. Mais vous voyez, c'est comme, à the end of the day, même si tu mets des pieds et des mains pour sauver les gens autour de toi, tu sais, comme, police are still gonna shoot you, you know? C'est clair. That's real. Il y a quand même des noirs présents dans les films d'horreur très tôt.
Aussi, on parle... j'ai pas vu ce film-là, mais il est disponible sur YouTube pour les gros nerds qui aiment les films des années 40 en noir et blanc, qui peuvent aller regarder. Ça s'appelle The Son of Ingagi. Et c'est le premier film noir avec casting noir qui date de 1940. Donc, all black cast, écrit par un noir. Qui est basé sur l'histoire vraie de celui qui a écrit le film, dans le fond. Oh, ouais. Et j'ai trouvé ça hier aussi. J'étais comme quoi, 1940, j'étais comme, c'est quoi cette affaire? On connaît rien du tout de ce film-là. Et je pense que c'est bon, le classique, là, l'histoire d'un mec qui revient de voyage d'Afrique et un peu genre un mix avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui boit une potion, que ça le transforme et qui va tuer son maître après. Et donc, ouais, ça a l'air un peu d'être un Mr. Jekyll et Mr. Hyde sous couvert de questions potion raciales qu'il a et ramené tout. d'Afrique ou whatever. Mais comme j'ai été étonné qu'en 1940, quand même, il y a quand même c'est quand même assez progressiste comme attitude là pour ce genre d'époque. Et ce que j'ai lu aussi sur le directeur qui s'appelle Richard Siken, c'est que à la suite de ce film, il s'est fait offrir de diriger comme des films genre de pseudo-western ou un peu d'horreur, mais des films avec des acteurs blancs, etc., etc. Donc j'étais comme moi, c'est très méconnu comme histoire quand même. Ah, intéressant. Moi, je pense que je vais regarder ça. C'est sur YouTube, c'est disponible. OK, même Night of the Living Dead aussi est sur YouTube pour ceux qui ça intéresse aussi, là. Hey, Ouais. on a accès à tout ça sur les internets, gratuit, free nanina. Hein? Donc quand même, il n'y a pas le style d'horreur quand même, il est quand même prédominant quand même dès le début de l'histoire du cinéma. Aussi, je pense à un film comme I Walk with the Zombie, qui n'est pas tellement un film de zombies porté sur l'hémoglobine. D'ailleurs, tous ces films-là sont peut-être pas tellement portés sur le sang, comme on connaît les films de zombies après coup. C'est plus le zombie, la définition un petit peu comme afro-caribéenne ou africaine, d'un peu genre la personne entre la vie et la mort, qui vit sa vie un petit peu, mais il marche errant dans la nuit. Et c'est réalisé par un directeur français qui s'appelle Jacques Tourneur. Qui a fait pas mal de films aux États-Unis, bizarrement, et qui a fait un film, mais qui est pas du tout, c'est pas aussi terrifiant que ça en fait, quoi. C'est vraiment l'ambiance de la mort et je pense que c'est aussi la marche des zombies un petit peu, tu sais, la marche mythique un peu des zombies. Donc dès le début, il y a quand même de la variété et différents films d'horreur ou de zombies. Avec des noirs. Et aussi ce qu'il faut préciser de I Walk with the Zombies, c'est un film qui se passe dans les Caraïbes aussi, donc c'est sûr que ça a été inspiré de la saveur locale en fait, quoi, tout simplement. Les Haïtiens ou quoi? Haïtiens entre autres. Parce que tu sais, dans le fond, les zombies en Haïti, les gens ils disent, tu sais, comme moi j'y crois, dans le sens où c'est une plante qu'on peut te donner, qui t'empoisonne, au point où est-ce que ton rythme cardiaque et tes organes commencent à shut down. Et souvent, les gens, ils peuvent te déclarer mort quand t'es sous effet de cette plante-là. Donc, tu te fais enterrer, tout ça. Les gens pensent que t'es mort et y a des gens qui les déterrent. Et souvent, les gens vont les mettre dans les batailles. Ça, c'est vraiment sur le border Haïti-République dominicaine, dans les champs de canne à sucre et tout. Genre, plein de gens qui sont zombifiés, là. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Il y a un bon film français là-dessus, d'ailleurs, que je voulais parler pendant les recommandations, donc je vais pas trop m'étaler maintenant, qui s'appelle Zombie Child, et t'es comme littéralement dans cette conversation. C'est sur Criterion, ça, ouais. Ouais, aussi, tu peux regarder sur Criterion, et c'est un bête de film, je recommande, et on va parler un petit peu plus à la fin du podcast. Puis sinon, moi, je voulais parler aussi que dans les archetypes, il y a un truc vraiment dans les films d'horreur, on sait que... Le noir, il va mourir. Exact. Je disais ça pour plaisanter, je pensais que tu avais autre chose à dire, mais ouais, c'est un fait. Non. Tu sais, dans Scream, genre, dans tous les films classiques qu'on a vus quand t'es ado, tu sais, c'est comme le noir, il meurt toujours en premier. Ouais. Ou la Pas minorité. que dans les films d'horreur. Dans tous les films. C'est ça, tu sais. La minorité va toujours mourir en premier. C'est lui qui va se jeter devant la balle, genre, non, les mecs, Exactement. vous continuez sans moi. Exact, tu sais. Il va sauver le personnage principal. Parce que aussi, c'est ça aussi que je blâme aussi dans le cinéma, tu sais. Dans la façon que les choses sont scénarisées, le personnage noir a aucun autre purpose que aider le personnage blanc principal.
il a pas d'opinion, il a rien d'autre que aider ça. Et dans ce archetype-là, il y a vraiment un terme, là, ils appellent ça le mythical Negro, OK? Puis le mythical Negro le plus connu, c'est Dick dans The Shining. Oh, ouais, Okay? ouais, Fait que lui, dans le fond, sa job, c'est vraiment de simplement, uniquement informer, tu sais, de savoir divin, comment aider le personnage principal à, tu vois, accomplir sa mission ou quoi que ce soit. Puis il y a aussi Whoopi Goldberg dans Ghost, ouais, qui aussi la même chose. Elle a rien d'autre. C'est vraiment, c'est juste ça, c'est juste à ça qu'elle sert. C'est elle qui mène au mystique. Exactement, tu sais. Puis aussi, c'est comme, tu sais, avec tous les liens avec le vaudou et tout, c'est aussi, ça rend le truc aussi, ça rend le vaudou péjoratif. En même temps aussi, parce que c'est pas ça, là, tu sais. Ouais, c'est pas genre juste des gens qui se déambulent de droite à gauche qui ont du mal à marcher. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que souvent, tu regardes aussi que si on parle d'horreur et noir et qu'on veut trouver comme genre de black movie, souvent ça va être des spoofs en fait, quoi, ou des parodies de films, ou des remakes, Ouais. ou donc je pense à Blackula, Blackenstein, dans certains cas un peu plus modernes, le truc Movie. des Wayans Brothers, Ouais. Scary Movie qui est donc c'est pour voir bon voilà, faut faire de la grosse parodie. Ou genre un spin-off pour voir des noirs dans des films d'horreur, quoi, tu vois. J'ai vraiment aimé les Scary Movies, là. Aussi, moi, il y a un film qui m'a beaucoup traumatisé dans mon enfance, qui s'appelait Ratman. Oh mon Dieu. Alors, c'est un film de série genre Z italienne, là, tu vois, des années 88. Et honnêtement, j'ai pas revu ce film depuis, je sais pas, je dois avoir 5 ou 6 ans, là, quand j'ai regardé Ratman, je te niaise pas. Mais je me rappelle vivement de la scène où il découvre, où il y a une cage et il y a des petits bruits qui se passent et il soulève. Et là, t'avais comme une espèce de gars avec une taille d'enfant, mais avec la face, avec du mauvais maquillage, une face de rat, des dents énormissimes. Et en faisant un peu des recherches, j'ai trouvé que je pensais que c'était un robot, quoi, toute ma vie, quoi, tu vois. Non, en fait, c'était une vraie personne qui s'appelle Nelson de la Rosa, qui est né en République dominicaine. Hey! Donc, shout out, tu vois. Et le mec a vraiment une caricature trop bizarre, quoi, tu vois. Et il a joué à Ratman, qu'il a fait un peu connaître. Il a eu sa petite carrière en Amérique latine. Il a joué dans un film avec Marlon Brando qui s'appelle The Island of Dr. Moreau, qui est quand même classique. Il a apparemment, il a inspiré le personnage de Minimois. T'es sérieux? Tellement random, T'es le mec. Sérieux? Écoute, c'est pas fini l'histoire. What? De la Rosa, il a été ami avec un mec qui joue au baseball, le pitcher Pedro Martinez. Ben oui, un Dominicain baseball. Qui l'a amené pendant les playoffs en termes de genre porte-bonheur. Non. Tu vois, donc le mec a fait Ratman, quoi, en fait, quoi. Il a une vue plutôt pas dégueulasse, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Puis vous avez vu les images, là, et c'est pas beau. Ouais, regardez juste le trailer, regardez pas le film, honnêtement, ça va. Perdez pas votre temps, c'est pas le film du siècle. T'as dû être traumatisé, toi. Non, honnêtement, je t'ai dit, j'ai pas oublié Ratman, j'y pense toujours. C'est un des premiers films que j'ai vu de ma vie. Je me souviens toujours de la scène de la cage, pour de bon. Oh. Ratman, baby. Mais c'est horrible, c'est horrible. Tu m'as montré le trailer, puis genre, on le montre aux spectateurs en ce moment, et c'est horrible. Oh. Mais sinon, moi, mon film, dans la ligne du temps aussi, que je trouve intéressant, je me souviens avec mon ex, on avait vu ça, c'est The Serpent and the Rainbow. Ok, je connais pas du tout. Dans le fond, c'est aussi là, dans l'espèce de vague vaudou-ish, là, les vaudous qui sauvent le protagoniste blanc, là. C'est aussi un film kitsch, là. C'est genre c'est 88. là. Bon, on est, dans les 88, c'est une année quand même pas mal dégueulasse quand on y pense. tu vois. Oups, à tous ceux qui sont nés en 88. Non, mais dégueulasse en matière de comment la télé elle se fait, le genre de les projets musicaux qui sont sortis pendant ces années. Tu sais, est-ce que t'as beaucoup d'albums chez toi qui disent 88, c'était comme moi, genre ça c'était l'année, ça, tu vois. Mais tu sais que moi, j'ai vraiment j'aime pas les années 80. Hein, moi, je suis un gros fan des années 80, mais 88, genre, je pense à rien, quoi, tu vois. Autant il y a eu comme, genre, tu sais, tout ce qui est boogie funk, genre Gabin, genre, tu sais, ce son-là, tu sais, genre, genre un peu le cliché, genre Zap Truman, West Coast stuff, tu sais,
Genre ça, c'est le fun quand même, les années 80, quoi, tu vois. Bon, après, bon, on n'est pas là pour s'étaler là-dessus, mais 80, anyway, genre même parce que je regarde sur la liste, et quand on faisait des recherches, il y avait pas mal de trucs qui sont sortis en 88 que je suis comme, mais qu'est-ce que c'est? Ça a des choses qui méritaient même pas qu'on en parlait, pour être honnête avec vous, quoi. Mais en 92, d'ailleurs qui est mon année de naissance, il y a le classique. D'ailleurs, on va faire un épisode. Hey boy, je suis tellement énervée, je frappe le micro. On va faire un épisode complet sur Candyman pour l'Halloween. Parce que moi, Candyman. Hey! Arrête. Mais moi, comme dit Julio, ouais, mais t'es tellement ricaine, tu fais l'Halloween, tu regardes tous les. Bah ouais, la meuf, elle me dit que pendant un mois, elle regarde des films d'horreur. Qui c'est qui fait ça? Je fais, faut être. Je suis très nord-américain quand même. C'est vrai. Mais non, moi, j'adore l'Halloween. C'est mon Noël à moi, tu sais. Genre, je m'en fous vraiment de Noël. Mais l'Halloween, c'est important, tu sais. Et genre, j'ai envie qu'on fasse une analyse de tous les Candyman. Puis Okay. en plus, Jordan Peele va sortir sa propre version de Candyman. Donc, je vais rien dire de plus. Mais il faut que tu me dises, honnêtement, j'ai déjà vu Candyman quand j'étais plus jeune. OK. Mais tu m'as redonné envie de regarder le film parce que je Ouais. l'avais jamais approché De cette façon-là. de cet angle de vue, si tu veux comme peut-être expliquer un peu. Je sais pas, hein. Est-ce qu'on en garde... On garde ça pour un prochain épisode, quand même. Ouais, mais c'est quand même assez pertinent dans la C'est conversation. pertinent. Ouais. Donc, c'est pertinent dans le sens où Candyman, un personnage d'horreur, OK, qui c'est vraiment son histoire à lui, c'est l'esclave qui a eu des relations, une relation amoureuse, sexuelle avec la fille de son maître. OK. Et là, il s'est fait prendre parce que cette femme-là est tombée enceinte de lui. Et là, il se fait jeter du beeswax sur le corps. Donc, les abeilles viennent le piquer. Il lui coupe la main. Vraiment comme gros châtiment dégueulasse. Et là, lui, Candyman, il meurt avec un miroir parce qu'il voulait vraiment il voulait qu'il se voie avec toutes ces ablations au corps. Donc, c'est pour ça que quand on dit Candyman 3 fois en regardant dans le miroir, c'est parce qu'il est mort en se regardant dans le miroir, tu sais. Et il y a tellement... Ouais, il y a comme le début du film, en fait, la base du film, qu'il y a un aspect très racial, en fait. Mais, exactement. moi, dans mon imaginaire, tu sais, je suis né dans les années 80. Voilà, Candyman, quand j'étais comme enfant, c'était, tu sais, le film d'horreur que, genre, tous les enfants en parlent, quoi, tu vois, mais ça m'était complètement passé au-dessus de la tête, évidemment, quoi. Mais oui, puis tu sais, moi, je l'avais jamais vu Candyman pour la seule et unique raison que mes cousins, d'ailleurs, les cousins, ils disaient tout le temps Candyman. Ouais, non, c'était le film, ça, Candyman. L'Exorciste, là, c'est dans les top 3 des films de cette Exact. époque-là. Là. Mes cousins plus vieux, là, ils criaient ça, puis ils nous couraient après. Fait que, tu sais, c'est sûr que même dans mon imaginaire, jusqu'à maintenant, je pouvais pas regarder Candyman parce que eux-mêmes me faisaient peur avec ça. Puis c'est vraiment, dans le confinement, j'ai dit, allez, vas-y, je me tape tous les Candyman, tu sais. Puis genre, sérieusement, c'est un film qui vaut un épisode complet. Et d'ailleurs, j'attends là, ce film de Jordan Peele là, qui était supposé sortir un peu plus tôt. Mais bon, hein, Rona fucked it up. Yep. Mais vraiment, Candyman, excellent. Excellent. Puis aussi un autre film d'horreur qu'on passe souvent à côté. On dit pas que c'est de l'horreur, mais Blade, d'ailleurs, you look like Wesley Snipes, hein? Ouais, là? je me suis fait dire. You look like Wesley Snipes, boy. Demolition Man. Tu sais, le vampire, tout ça. Puis en plus, j'ai entendu dire qu'ils voulaient le refaire. Puis que la soundtrack, parce que c'était du gros techno, hein. Blade, la soundtrack, c'était un hybride. Tu sais, t'avais des trucs genre Mos Def. Tu sais, ils avaient vraiment réuni le hip-hop et tous les gens qui, genre Nine Inch Nails, genre, c'était vraiment assez unique. Je pense pas que ça a été jamais refait, quoi. Et je sais pas, c'est pas resté vraiment dans ma rotation. Je me souviens pas vraiment de la musique, mais je me rappelle juste du feeling du film, quoi, tu vois. Ouais, mais la musique était dope. Moi, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, tu sais. Autant il y avait cette espèce de comme Nine Inch Nails, tout ça, de rap, mais il y avait aussi du techno, tu sais. Grave. Puis je sais qu'ils veulent refaire la soundtrack. Très industriel. Exactement, ils veulent refaire la soundtrack et tout, faite par justement des femmes noires qui font de la techno et tout, tu sais. Puis ça remet la conversation au centre que hey, black people made techno, you know, make techno black again. Nice. Tu sais, c'est comme, je trouve ça vraiment sick, là, avec Julio et Wesley Snipes. C'est dope.
Ouais. Non, Blade, c'est très, 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 très lourd, Blade. Et ben, si t'es dans... C'est quelle année, Blade? 98? Ben, un petit peu avant ça aussi, on a... Ben, ça, c'est ce genre d'horreur où, mais comme très esthétique, très beau, où comme le caractère est comme badass. Il y a quelques films comme ça où j'avais quand même des petits coups de cœur, comme Le Vampire de Brooklyn avec Eddie Murphy. Wow! Angela Bassett! C'est vrai, t'es un fan d'Eddie Murphy, toi. J'adore Et Angela Bassett aussi. Eddie Murphy, Angela Bassett, pour, ben, elle est juste... Elle est toujours la même, en fait, quoi, tu vois. Ouais, pareil. Comment Black Don't Crack. Comment s'appelle son film Sally Get Up, Bounce Back. C'est avec elle, ça, non? God. Ouais, c'est avec elle, yo. Ben, tu sais, genre, j'ai l'impression, she's been bouncing back, the bounce never left. Mais c'est cool, ça, j'ai pas vu. C'est pas le meilleur film du monde, honnêtement, c'est vraiment pas le meilleur film du monde. Juste Angela Bassett. Mais c'est juste drôle de voir Eddie Murphy jouer le monstre sérieux avec les cheveux longs, et comme c'est dans New York, et c'est un peu quétaine quand même, je vais pas vous mentir. Et dans le même délire un peu quétaine mais le fun, Bones avec Snoop Dogg. Oh oui, et puis Pam Grier. Et Pam Grier aussi, ouais. Donc c'est vraiment un genre, tu sais, ils ont vraiment joué la carte Blaxploitation, etc. Évidemment, t'as Snoop qui joue le rôle du vampire maléfique, habillé en pimp, les cheveux genre permanents, cheveux longs lisses et tout. Et il y a comme l'atmosphère du film et le fait que Snoop Snoop est parfait pour le vampire. D'ailleurs, Snoop qui est pas le meilleur des acteurs, on peut être d'accord comme ça. Je pense que c'est son meilleur film, personnellement. Wow. Parce que c'est tellement un bon fit, en fait, quoi, tu vois. Mm-hmm. Genre, tu peux l'imaginer comme le vampire nonchalant, tu sais, comme, tu sais... Comment qu'il marche, là, tu sais. Ouais, tu sais que c'est un bon vampire, déjà, okay. quoi, tu vois. Puis c'est un peu une référence, I guess, de Blackula là, des années 70. Ouais. Il y a quand même des références à... Bah, c'est vraiment une ode à ce genre de période et ce genre de film, quoi. Comme Snoop a voué sa carrière entière avec le personnage Uncle Snoop, là, qui... Bah, c'est Uncle Snoop qui... Genre, le Dark Ego, ça serait genre Bones, là, tu sais. Waouh, mais en plus, c'est ça. Et ça se passe dans les années... Fin des années 70, un petit peu, cool, tu vois. Ça. Ouais, non, c'est badass. Ça fait un peu ref à la Blaxploitation. Moi, j'ai beaucoup aimé Bones. Genre, je connais pas beaucoup de gens qui disent ça dans la vie, personnellement. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Bones. Mais parlant de vampires, moi, je suis de la génération Queen of the Damned. Ouh! OK, parce que Aaliyah, as a vampire, c'est comme, oublie ça, là. J'étais la mort, moi. C'est ça. Moi, j'étais genre, tu manges comme ça, là. Trying to be like her. Ça aussi, c'était vraiment, là. Puis c'était une des dernières fois qu'on la voyait à l'écran. Ouais, c'est clair. Elle est sublime aussi dans ce rôle. La scène de la baignoire. C'est ça. C'est vraiment comme incroyable. Pourtant, c'est comme vraiment baby girl, tu sais, la bonne petite fille avec Timberland et Missy Elliott. Et là, elle jouait l'espèce de genre reine vampire là, qui s'en fout, qui mange même les autres vampires. Ça, c'était vraiment même la soundtrack aussi. Ouais, c'était la soundtrack aussi était très dope, sérieux. Comme moi, genre de ces années-là, là, ça, c'est 2002. Tu sais, c'est comme, je pense, moi, j'étais en 6e année, 5-6e année. Puis comme je me rappelle des soundtracks, là, c'était vraiment un vibe, là. Comme à la télé, il y avait Charm, des Buffy et tout. Là. Cette espèce de genre soundtrack-là, là, de comme Portishead-ish type of vibes. Là. Je sais pas comment... Je sais pas, ça fait un peu l'époque Mean Girl, un peu, quand même. C'est ça, tu sais. J'ai vraiment bien aimé ça. Non, ça, c'est un gros film, t'as raison. Et je veux pas faire le mec qui est obsédé, mais pour revenir aussi à Angela Bassett, faut pas oublier aussi la saison de American Horror Story. Je me rappelle plus laquelle. The Coven. Ouais, c'était Coven avec les sorcières, là. Avec les sorcières, ouais, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Comment elle s'appelle, Madame Bévaux, c'est possible? Lavaux. Madame Lavaux. Ouais. Ouais, c'est Angela Bassett qui joue le personnage. Et cette série, j'ai regardé un petit peu je crois que c'est la dernière saison que j'avais regardée, mais c'était quand même cool d'avoir l'école des sorcières. Avec l'actrice qui joue Precious, je me souviens plus de son nom non plus.
Mais c'était quand même un look assez inédit pour un show de télé, quoi, genre qui passe à 1 heure. C'était, moi, genre, American Horror Story, je trouve ça un petit peu trop gore pour moi. Là. Malgré qu'on parle de films d'horreur, là, j'aime pas les trucs gore, je trouve ça horrible. Ouais, mais ils ont ce côté un petit peu... Il y a un petit côté un peu genre très télévision que j'arrive pas trop à que je regarde. La nouvelle télé, je peux pas trop le regarder c'est horreur mais très dilué là, tu vois, c'est la version light. C'est ça, mais j'aime pas quand c'est trop gore. Mais cette saison-là, Coven, j'ai vraiment adoré, là. Puis à un moment donné, Angela Bassett, tu sais, c'est comme vraiment la reine du Coven des vaudous. Puis là, elle parle avec la chef des Coven de sorcières de Salem et tout ça. Ouais. Puis là, après ça, elle dit « Everything you got from us. » Ouais. Puis c'est drôle parce que Princesse Nokia, elle a samplé ça dans sa chanson Bouja, tu sais. OK. Princesse Nokia, que j'ai été sa DJ, hein. Ouais, non, je me souviens. Mais comme, tu sais, j'ai adoré ça, là. Tous ces éléments-là. C'est vrai que c'est un bon point, ça, quand même, ouais. C'était vraiment sick, tu sais. J'ai adoré cette série. C'était vraiment comme... D'ailleurs, je pense que je vais la re-regarder durant quand tu penses, tu sais, souvent les gens, ils mettent sous le bon dos des gens de background, genre caribéens ou africains. Ah ouais, mais vous faites le voodoo et tout, mais moi j'ai grandi dans le sud de la France, ok, genre j'avais plein d'amis italiens et les grands-mères italiennes, mec, je te dis, tu ne peux pas rigoler avec elles. Donc voilà, tout le monde a des pratiques occultes dans toutes les cultures. C'est vrai. Les gens qui sont, tu sais, les gens russes, genre yo, mais tout le monde a des histoires de sa grand-mère qui faisait des trucs chelous avec des œufs, avec genre. Tu connais les bails là, tu vois. Non, mais même les Maghrébins, là. Tout le monde. Avec les djinns et tout. Tout le monde, mais on nous pointe juste à nous du doigt. Tu vois. Ça. C'est dans la culture de tout le monde. Ça fait passer, c'est comme un feeling humain. Tout le monde pense tout le monde veut faire du bien ou l'inverse, ou tout le monde pense à qu'est-ce qu'il y a après la mort, ou whatever. Ça fait partie de l'expérience humaine. Exactement, tu sais. Exactement. Ouais, et je voulais aussi finir sur un film qui est pas vraiment un film d'horreur non plus, mais je pense que si on revient sur un petit peu la culture animiste et qu'on parle de zombies, etc., faut quand même le mentionner, c'est Atlantique. Atlantique, qui est un film sénégalais qui a été... c'est Mati Diop, qui a fait ce film. Donc elle fait beaucoup de films, elle a fait pas mal de courts-métrages, elle représente toujours le Sénégal, et son film, c'est un petit peu sur fond social. C'est l'histoire d'un petit couple très jeune qui tombe amoureux, et du jour au lendemain, la fille ne trouve plus son copain, qu'il y a des rumeurs qu'il est parti sur un bateau pour aller en Europe et quitter, tu sais, pour avoir une vie meilleure, etc. Jusqu'ici, rien d'affolant, et c'est vraiment l'attente, en fait, l'attente et la vie qui continue dans ce petit village du Sénégal, malgré les gens qui partent et qui reviennent, et aussi la réalité sociale des gens qui y travaillent. Et bon, je vais pas tout vous raconter le film, mais c'est sur Netflix. C'est sur Netflix aussi. Oh, c'est sur Netflix direct, vas-y. Et déjà, depuis, tu peux dire que depuis le film Moonlight, il y a vraiment une façon différente de filmer les noirs, en fait. Ouais. Quoi. Ce côté un petit peu genre reflet violet, bleu sur la mélanine, genre tu sais, le reflet sur la peau, la brillance. Donc disons qu'ils ont je dirais pas récupéré, mais il y a un petit peu cet aspect-là. Et évidemment, tu es au Sénégal, donc ça rajoute une autre texture. Genre, le landscape est complètement différent, etc. Wow. Et genre, vers la fin du film, je vais pas vous raconter le film, mais vers la fin du film, il y a quand même une partie, genre, des gens possédés, qu'on possède leur esprit, des gens qui font du mal et qu'il faut qu'ils payent, etc. Et c'est fait sans violence, sans hémoglobine. Et ça représente très bien la culture africaine, de façon qui fait un peu froid dans le dos, mais... If you know, kind of thing. Et si tu connais pas, c'est chill. Tu vas avoir toujours la même sensation, mais c'est vraiment mettre des traditions et des pratiques très traditionnelles dont on ne parle jamais en public. C'est un peu genre privé, chacun fait ça chez soi, dans une histoire très moderne et esthétiquement bien fait, quoi. Tu vois, moi, je recommande à tout le monde de voir ce film. Pas forcément un film d'horreur, mais en termes de représentation et de ton,
J'avais jamais vu ça et il y a sa petite dose de mystique quand même dans le film. Ouais, parce que t'es pas le seul qui me recommande ce film-là. Ouais, c'est J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Aïcha, c'est sur Netflix, tu dois regarder, c'est trop ton genre, tu sais. » Puis comme là, on a parlé de plein de films qui étaient plus anciens, depuis les 20 dernières années, tout ça, mais c'est comme les incontournables, of course, Get Out, Us, de Jordan Peele. Tout Jordan Peele, toujours. Parce que tu sais que Jordan Peele, avec Get Out, c'est le premier noir à avoir gagné meilleure scénarisation. Ouais, je me rappelle, c'était comme... C'est fou, ça. Deal, ouais. Et je savais que quand le film est sorti, beaucoup de gens disaient, ben non, c'est de l'humour ou c'est un thriller, c'est pas de l'horreur. Puis lui, il avait dit en entrevue, non, c'est documentary, tu sais. Et genre... Ouais, c'est encore plus smart, la réponse que tu as. C'est comme... J'ai tellement trouvé ça clever, genre. J'ai adoré. Pour moi, c'est clairement un film d'horreur. Là, c'est vrai, ça veut pas dire qu'il y a pas de moment drôle dans le film, mais quand tu regardes la fin du film, c'est clairement un film d'horreur. Ouais. C'est pour moi, c'était ce film-là, je sais même pas par où commencer. Mais tout le monde a fait ses analyses, tu sais, aussi. Moi, j'ai adoré Get Out, personnellement. Mais qu'est-ce que tu as pensé de Us, qui est un film qui divise vachement plus, quoi? Ouais, j'ai un peu moins aimé. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Juste... tu sais, il y a quand même une espèce de message qu'on pourrait juger un peu quétaine ou pas, mais... surtout, à l'époque où je l'ai vu, mais quand j'y repense maintenant, après la pandémie, etc., le fait de rester, tu sais, tous isolés, mais que tout le monde était à la maison, tu sais, il y a quelque chose de Us qui touche un peu à ça aussi, quoi, tu vois. Et mais ça ramène une conversation intéressante, mais je mentirais de dire que j'ai aimé le film, quoi. Genre, je peux pas dire que j'ai aimé ça. Ok, moi j'ai vu autre chose. Moi, je l'ai vu au cinéma à Scarbeck. Moi aussi, ouais. Je l'ai vu au cinéma à Scarbeck. Par contre. Fait que j'étais en Belgique, tu sais, donc j'étais déjà dans un autre mindset. Mon côté ricain était moins genre, on dirait que je voyais les choses plus d'une façon éclaircie. Puis j'avais l'impression que c'était vraiment, ça parlait de mass incarceration, tout ça avec leurs habits. De classe sociale aussi. Exactement, tu sais. Je sentais vraiment plus ce discours-là. Ouais. Là. Ouais. Hey, shout out à Jordan, pour vrai. Franchement, il fait... même si c'est pas... Genre, même un film comme Us, à la fin de la journée, j'ai pas regretté d'avoir payé mon billet, d'aller au cinéma et d'avoir passé 2 heures à regarder ce film parce que... Tu sais, genre, j'en discutais avec mes amis et tout, ça avait ramené quelque chose de... C'était quand même une bonne conversation. Ça me manque aller au cinéma. Ouais, carrément, ouais. Donc, c'est quand même... C'est aussi ça, le but d'un film, là. Pas de tous les films. Des fois, on veut rigoler, on peut pas se prendre la tête, mais il y a de la place aussi pour ce genre de film. Exact. Et là, on est rendu au moment de recommandations. Je te laisse commencer, Aïcha. Ah ouais, déjà, de base, avec tout le sujet qu'on parle aujourd'hui, il y a un documentaire carrément qui parle vraiment du rapport racial dans les films d'horreur. Et ce documentaire s'appelle Horror Noir. Je vous conseille ça vivement. C'est disponible. C'est difficile à trafiquer. Mais je l'ai loué là, sur iTunes. Ouais, les gens savent se débrouiller. Les gens... Si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. J'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup les documentaires, OK? C'est vraiment ma passion. J'ai une passion documentaire. D'ailleurs, j'ai déjà réalisé un documentaire. Piou. Mais... sinon, il y avait aussi The Craft. Je connais pas du tout The Craft. The Craft, moi, c'est mon classique horror movie teenager. Genre, j'écoute The Craft à chaque Halloween avec ma poteau d'enfance, Patricia. On a les bonbons, on a les cochonneries. On l'a déjà vu 40 millions de fois. Ça parle de quoi? Et dans le fond, c'est vraiment... quand j'étais enfant, je m'identifiais vraiment à ce film-là parce qu'il n'y avait jamais vraiment une bande de petites filles. Elles sont 4. Celle qui est un peu plus soft, vraiment pure. Celle qui est vraiment comme crazy, folle. L'autre qui est un peu plus insécure. Et, of course, the black girl. Guess which one I was identifying with?
Je m'identifiais avec celles qui étaient noires, puis chacune avait découvert qu'elles avaient des pouvoirs magiques et tu sais, elles ont fait de la magie ensemble et chacune avait développé ces pouvoirs magiques-là. Il y en a une, celle qui était un petit peu plus crazy, voulait vraiment avoir les pouvoirs d'un espèce d'esprit bizarre et tout ça. Et comme on voit tout ce qui se passe là-dedans, mais le personnage noir aussi a son rapport racial là-dedans. C'est qu'elle avait vraiment un souhait, vu qu'elle vivait du racisme à l'école, ben, elle a fait un souhait que la fille qui est raciste avec elle, ben, qu'elle perde ses cheveux, tu sais. Ok. Parce que la fille la traite carrément de nigger, tout ça et tout ça. Puis elle dit, moi, je veux qu'elle elle paye, tu sais. J'aime ça que le premier truc auquel elle pense, c'est ses cheveux. C'est assez drôle quand même. Exactement, tu sais, parce qu'il lui avait fait des critiques aussi sur ses cheveux. Ouais, non, c'est très symbolique. Exactement, tu sais. Puis c'est vraiment, je sais pas, je me suis vraiment moi-même vue là-dedans, tu sais, toutes les fois que j'ai vécu du racisme à l'école, tout ça. Donc j'étais comme, ouais, moi je suis d'accord qu'elle perde ses cheveux, la petite blondasse. C'est bon ça. Okay, on n'aime pas les racistes. On aime les blonds, là, shout-out aux gens blonds, mais les racistes là, qui perdent leurs cheveux. Blonde. Niaiseux. Je suis inclusif, je pense à tout le monde. Mais ouais, les racistes là, qui perdent leurs cheveux, sacrément. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis, tu sais, comme quand ils descendent de l'autobus, la scène classique, Girls, be careful of the weirdos. Puis ils sont comme, we are the weirdos people have to be, tu sais. C'est vraiment excellent. Puis même ce film-là, dans l'espèce de pop culture maintenant, encore une fois, le clip de Princesse Nokia qui a pris un sample de l'émission American Horror Story a aussi fait des références visuelles à Craft, tu sais. Princesse Nokia, elle est là-dessus, hein. Ben ouais. Tu sais, on s'entend, là, ma chum Princesse Nokia, elle a fait des références aussi à The Craft dans son clip, tu sais. Donc, on voit vraiment, tu sais, que comme ce film-là... Important pour une génération, quoi. Ben oui, genre, n'importe quelle fille qui a entre, je sais pas, 30 ans à 35 ans, on a toutes vu The Craft, là. Nice. Vraiment, okay, là, c'est... Faut que je me mette. The Craft. On va le regarder ensemble, entre filles, entre meufs. Ouais, moi, en recommandation, un film que j'avais vu quand j'étais plus jeune, c'était People Under the Stairs. Ouh. Qui est pas tellement... C'est pour les enfants, mais c'est quand même un film d'horreur, quoi. Tu vois, genre, quand tu y penses, tu vois que c'était... Un film comme ça pour les enfants aujourd'hui, je pense pas que ça se ferait aussi facilement, quoi, tu vois. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans une maison à côté de ses propriétaires et il vit avec son grand-père ou un truc comme ça. Ils sont un peu pauvres, etc. Et finalement, un jour, il va vendre des cookies, je crois, ou un truc comme ça aux voisins propriétaires. Et là, il tombe, tu sais, il y a comme plein de petits éléments paranormaux qui se passent maintenant qu'il est sur le porche de la maison. Il entend des bruits sous les escaliers. La boîte aux lettres, elle s'ouvre comme ça. Il a l'impression qu'il voit un regard. Et là, il commence à devenir ami. Je crois que les maisons sont collées d'ailleurs. Et là, il devient ami avec la petite fille de la maison. Et She's a ghost. Non, et la fille est normale, mais en fait, elle nourrit quelqu'un qui vit derrière les murs et derrière les murs de la maison. Et il y a toute une communauté. Le film est fucking flippant, man. Tu vois, bon, ça va, tu peux le regarder en tant qu'adulte, tu vas être correct là, tu vois. Mais honnêtement, c'est vraiment un bon film. Le petit protagoniste, je me rappelle plus de l'histoire de son blaze, mais c'est un petit genre moi, quand je regardais, tu sais, c'était à l'époque des Goonies, etc. Tu sais, là, c'était la première fois que tu te disais genre ah ouais, lui il est comme moi le petit là, tu vois. Voilà, donc c'était toujours un petit plus. En tant que petit garçon comme toi pour The Craft, ouais. de se regarder, de pouvoir s'assimiler au personnage principal. Et aussi je voulais parler on a mentionné tout à l'heure pendant qu'on parlait de juste un peu de la chronologie des films qu'on connaissait, Zombie Child, qui est un film qui est un de mes films préférés, je crois, que j'ai vu. Sorti en 2019, c'est ça? C'est sorti en 2019. Moi, je l'ai vu pendant le confinement, là, tout au début. Criterion aussi. Et sur Criterion aussi. C'est un film de Bertrand Bonello, qui est un réalisateur français. Donc, le pitch, ça se passe dans une école privée, quelque part en France. Donc, le genre d'école où les filles, une école de filles où tout le monde est en costume, etc. Et il y a une petite fille haïtienne qui arrive au courant de l'année. Haïtienne? Et oui, on représente Aïcha.
Et elle arrive au courant de l'année et elle s'est fait accepter par l'école parce que sa mère s'est fait remettre la Légion d'honneur, je crois, par le président ou whatever. Tu vois que c'est pas un fit par rapport aux autres filles, aux Marie Chantal qui appartiennent à cette école. Ok. Et au bout du compte, il y a un petit club de lecture qu'elles se font. C'est des adolescentes, donc c'est un peu fleur. Il y a ce petit côté fleur bleue pendant tout le film en fait. Et après, tu découvres qu'elles se disent des secrets et qu'il y a une grosse tradition voodoo dans la famille de cette fille. Et donc, c'est un peu le parallèle de comment ses amis découvrent un petit peu d'où elle vient. Et il y a une histoire de zombies sous couvert avec exactement les choses dont tu as mentionné tout à l'heure, la plante, etc., etc. Mais c'est très intéressant parce que le zombie, et c'est pas le bloody zombie, c'est vraiment le zombie qui se réveille la nuit, des corps hantés. Et il n'y a pas tellement d'hémoglobine dans le film, mais il y a une espèce de tension et les références, même moi en tant que, chez moi, on a quand même une culture animiste, malgré qu'on soit catholique, c'est un peu un blend, c'est l'Afrique, c'est comme ça un peu. Et des choses, des petits, tu reconnais des choses qui sont réelles, des choses qui ont été racontées un petit peu, qui sont dans ton imaginaire parce qu'on t'a raconté ces histoires et quand t'étais petit, t'écoutais, t'avais l'impression d'avoir l'image et la senteur et à quoi ça ressemblait ces histoires un peu mystiques. Et j'ai l'impression, c'est pour ça que j'ai hâte que tu regardes ce film, qu'ils ont vraiment respecté ce côté traditionnel, quoi, tu vois, respecter la culture haïtienne. Ouais. La culture haïtienne, entre autres, dans ce moment-là. Mais, dans le trailer, on le voit quand même bien. Ouais, mais je pense que tu peux, si t'as de la culture animiste dans ta famille, que tu sois africain ou antillais ou des Caraïbes, tu vas te reconnaître là-dedans. Tu vas reconnaître ces histoires qui sont un peu dans ton imaginaire depuis tout petit. Et c'est très bien fait. Les scènes qui passent du réel au monde des morts sont incroyables. C'est juste. Oh là là, en plus, ça fait un moment que t'arrêtes pas de me dire. Puis à chaque fois, t'es comme, mais je t'ai dit, Acha, c'est sur Criterion. C'est juste là, très accessible. Ouais. Très accessible. Parce qu'écoute, là, moi, j'ai un abonnement Crave, j'ai un abonnement Netflix, j'ai un abonnement Criterion. On fait tourner les mots de passe. Donc, ouais, Zombie Child. D'ailleurs, je vais m'abonner à Mubi, hein. Je pense que je vais faire ça. Ouais, je suis là-dessus, je pense aussi. Mais oui, je suis down avec Zombie Child. Je pense que je vais écouter ce soir. Et un dernier aussi qui est pas vraiment un film d'horreur, c'est un peu de la triche de le mentionner. C'est quoi? Ça va être Attaque de bloc. C'est un film qui date de 2011, qui vient d'Angleterre. Oh ouais. Et ce qui est vraiment cool, c'est un peu science-fiction / horreur. C'est littéralement des ovnis qui viennent d'attaquer genre un quartier ou une cité dans South London. Et voilà, quoi, tu sais, t'as tous les caractères qui habitent dans ce genre de quartier en Angleterre qui décident de combattre les zombies. Et ça donne un film quand même assez épique. Là, c'est pas le meilleur film du siècle, mais c'est un bon film. C'est divertissant, quoi. So it's a very nice movie. It's a very nice movie, mate. I love it. I would like to watch it. Donc, ouais, si tu veux voir The Alien versus The Roadman, c'est le genre de film qu'il te faut. Oh, je suis chaud, sérieux, là. Ça me donne vraiment envie de regarder plein de films d'horreur. J'ai vraiment hâte au mois d'octobre parce que Wake me up when September ends. Donc, juste pour répéter, pour Halloween, donc c'est officiel, on fait un épisode 100% Candyman. C'est sûr. All right. 100% Candyman parce qu'il y a 3 films de Candyman, OK? Vraiment, tu vois ses crimes et tout ça, sa raison de tuer, tu sais, dans le premier film. Le deuxième, tu comprends son histoire, son backstory à travers un personnage. Mais le troisième, je l'ai pas vu, donc je vais faire mon devoir. Je vais même écouter le troisième. On va attendre le troisième qui arrive. Ouais, le troisième de la trilogie de ce Candyman-là. Puis en plus... Là, il y a le Jordan Peele, que j'ai pas encore la date de sortie. Oh, okay. Puis j'ai vraiment aimé que dans le trailer, t'avais la chanson « Say my name, say my name ». C'est tellement clever. Oh, OK, le trailer est déjà sorti, quoi. Ouais, le trailer est déjà sorti. Tu veux une reaction? J'aimerais une réaction de toi. Ouais. The urban legend is, if you say his name 5 times while looking in the mirror, he appears in the reflection and kills you. Who would do that? Candyman. 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 Oh mon Dieu. Well, we're still alive.
Let's go. Trina, Truc de you ouf. broke the door. Oh ouais, quand il y a des trucs là qui virent à l'envers comme ça, là. This isn't funny. Oh my God. Il y a toujours les abeilles. Quand tu vois les abeilles, tu sais Candyman est là, tu sais. To this neighborhood. Ouais, j'ai déjà vu le film. J'ai déjà vu le film, Aïcha. It was the projects. I just moved in around the corner. The old candy factory. I'm an artist. You looking for Candyman? He's a monster. It's part of this neighborhood. Why are you drawn to this? I'm hoping to spread the story all about Candyman. The mirror invites you to summon him. On va faire tu vois, de leur performance avec Candyman. Ouais, j'avoue, c'est très sophistiqué comme Candyman quand même. Hein. Ouais. La réaction de la fille. Don't say that. Avec les mecs qui tapent. C'est tellement les tantines, là. Tu sais. Si, si. Wow. Oh man, ok. Je suis chaud, vois, je là, suis chaud, tu sais. bouillant. C'est capoté, là, tu sais. Je me demande, tu sais, comme avec le trailer, j'ai l'impression que, oh ouais, ben là, on sait, tu sais quoi, j'ai déjà vu Candyman, gna, gna. Mais avec Jordan Peele, puis de la façon qu'on va rajouter analyser. sa sauce. Ouais. Et c'est sûr qu'il va ajouter sa sauce. C'est sûr qu'en plus, avec l'analyse des 3 films qu'on va faire, vous allez comprendre que c'est clair qu'il va prendre ces éléments-là du Candyman original et d'où il vient, Ouais, il va du les amplifier, pourquoi. ouais. En plus, ça n'a jamais été Ah, vu de ouais. cet angle-là. Puis je me demande, je pense que l'acteur qui joue Candyman aussi va s'y retrouver, tu sais, à un certain moment, tu sais. Donc, écoute, moi, là, j'attends ça, là, comme Noël. Jordan Peele, gros fan ici en tout cas. On l'aime. On l'aime Le bulletin des beaucoup. cousins valide. C'est ça. On va aller valider. Donc, allez regarder Lovecraft Country. Oui. Ça vaut le coup. On attend tous pour Candyman. Mm-hmm. Bah, c'était cool comme épisode. Je pensais pas qu'on avait autant de choses à dire sur les films d'horreur quand on a lancé le sujet il y a quelques jours. Donc, ouais. Cool. Exact. Ouais, ben, j'étais vraiment contente de discuter. On se revoit encore la semaine prochaine. On vous dit pas encore de quoi on va parler. Surprise. Surprise! Donc, merci, Julio. Ouais, aussi, vous pouvez nous faire des suggestions. Si vous voulez entendre parler de quelque chose, on est ouvert à parler avec les gens qui nous écoutent. Mm-hmm. Si vous voulez entendre des gens ici, voilà, on est ouvert aux idées, donc n'hésitez surtout pas. Yes. Vous pouvez trouver sur médias sociaux, Oui, @Gaillance. @global_relations. C'est ça. Et ouais, on se voit bientôt. Moi, c'est Julio Mendy. Moi, c'est Aïcha. À la prochaine. Bye bye!